Si Nadal est le roi incontestable de Roland-Garros, il y en a un autre qui a aussi largement conquis une terre, mais qui passe un peu plus inaperçu. Bienvenue chez Djokovic. Oui, chez Djokovic, parce que le Serbe a fait de la Rod Laver Arena sa propriété depuis plus d'une décennie. Une décennie où Djokovic a régné sans partage à Melbourne. Une décennie où chaque saison à peine entamée, l'Open d'Australie lui tendait les bras. Année après année, toujours la même scène, toujours la même histoire, toujours la même fin. Djokovic a tellement dominé à l'Open d'Australie qu'on a fini par le mettre vainqueur avant même que le tournoi commence. Vous savez, un peu ce même sentiment qu'on avait la veille de Roland-Garros, où la question était qui perdra en finale contre Nadal. Bah là, c'est quasiment ça. Quasiment parce que Djokovic est tombé plusieurs fois sur plus fort que lui. Titré à 10 reprises à l'Open d'Australie, le Serbe a traumatisé tout le monde. Federer, Nadal, Murray, en demi-finale et en finale. Parfois en délivrant des prestations hors du commun, ou alors en triomphant dans des énormes combats insoutenables. Ce qui fait que chaque défaite de Djokovic à Melbourne sonne comme un tremblement de terre. Parce que rares sont les joueurs qui ont été capables de faire tomber le roi, tellement le défi est énorme. Un Tsonga habité, un Wawrinka en chaleur, ou alors des grosses surprises comme Istomin ou Chung qui ont profité d'un Djokovic en manque de repères pour le surprendre. Mais alors pourquoi Novak Djokovic est aussi fort à l'Open d'Australie ? Pourquoi domine-t-il à ce point dès qu'il entre sur le territoire australien ? Bah parce qu'il a tout ce qu'il faut pour briller sur ce dur intermédiaire et plus que les autres. Sa qualité de contre, de défense, son endurance et sa capacité à construire les points font de Djokovic le roi incontestable de l'Open d'Australie, comme Nadal à Roland-Garros. Mais alors peut-il remporter un ultime grand chelem ici ? Il y a fort à penser que oui. Alors comment Djokovic s'est accaparé le premier grand chelem de la saison ? C'est maintenant. Entre Djokovic et l'Open d'Australie, tout a commencé en 2005. Djokovic a 17 ans, il fait ses débuts sur le circuit et arrive à sortir des qualifications. Mais avec une petite demi-finale à l'Open d'Australie en junior l'année passée, Djokovic est trop court et chute d'entrée contre Marat Safin qui finira par gagner le tournoi. Donc un signe plutôt rassurant. En 2006, c'est toujours pas la bonne. Il perd au premier tour contre l'américain Paul Goldstein qui peut se targuer dans sa carrière, d'avoir battu Djokovic quand Djokovic avait 18 ans. En 2007, Djokovic arrive à Melbourne avec plus d'expérience. Ça y est, il a atteint son premier quart de finale à Roland-Garros contre Nadal, donc il est dans le grand bain, et ça se sent. Parce qu'il gagne 3 matchs quand même, il est beaucoup plus à l'aise sur ce dur qui lui va plutôt bien, mais il est tout de même stoppé en 8ème de finale par un Federer qui ira soulever son 3e trophée à Melbourne. Mais vous voyez ces débuts un peu timides pour Djokovic à l'Open d'Australie ? Oubliez ça. Parce que la suite a résonné comme l'une des dominations les plus importantes que le tennis ait connues dans un tournoi. Et on arrive en 2008. Et en 2008, Djokovic, c'est un autre homme. Parce qu'il reste sur une demi-finale à Roland-Garros, une demi-finale à Wimbledon et une finale à l'US Open perdue contre Federer. Donc il arrive à Melbourne pas favori, mais presque. Il est très attendu en 2008, et ça tombe bien parce qu'il se balade littéralement. Il enchaîne les matchs et les victoires en 3-7 assez secs. Il bat Hewitt en 3-7, Ferrer en 3-7 et Federer en 3-7 en demi-finale, avec une performance de haute voltige pour retrouver Tsonga en finale. Djokovic est métamorphosé, il ne fait plus qu'un avec cette surface parfaite pour développer son jeu de contre. Tsonga joue sa première finale en Grand Chelem, Djokovic sa deuxième, et Djokovic, même s'il perd le premier set face à un Tsonga en feu, réussit à prendre le dessus sur le français et s'imposer en 4-7 pour remporter le premier Grand Chelem de sa carrière, son premier titre à l'Open d'Australie. Un accomplissement énorme qui est loin d'être le fruit du hasard, parce que même si les deux éditions suivantes sont soldées par des défaites décevantes en quart de finale contre Roddick et Tsonga, Djokovic a très vite repris la main sur le trophée australien en s'imposant en 2011, en 2012 et en 2013. Durant ces 3 années, Djokovic a tout verrouillé à l'Open d'Australie. Il a été beaucoup plus fort que ses plus grands rivaux qui pourtant ont joué à un niveau très élevé à Melbourne et ont toqué à la porte plus d'une fois pour lui chipper le titre. Mais non, Djokovic et encore Djokovic. Mais alors, pourquoi une telle domination ? Pourquoi Djokovic a globalement survolé les éditions de l'Open d'Australie ? Parce qu'il a quand même regagné en 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 et 2023. Quand on analyse en détail les performances de Djokovic à l'Open d'Australie, on s'aperçoit qu'il a développé des facultés physiques et techniques hallucinantes, de manière à exceller sur ce dur intermédiaire. Djokovic a une capacité d'adaptation incroyable, c'est un contreur offensif hors pair, basé sur un physique indestructible.
invincible. Un physique qui lui permet d'être endurant, il est capable de tenir des heures sur le court. Il est résistant à l'effort et aux conditions étouffantes pendant le tournoi. Et Djokovic a la meilleure couverture de terrain du circuit, ce qui est plutôt avantageux sur un dur intermédiaire et un jeu de fond de court qui laisse tous ses adversaires sur le carreau. Il a constamment progressé au service, son coup droit est suffisamment solide pour tenir tête au plus gros coup droit et il a le plus grand revers de tous. Ou dès qu'il le sent bien, il va long de ligne et c'est très souvent destructeur. Donc au fil de sa carrière, Djokovic s'est imposé comme le joueur ultime à l'Open d'Australie. Le joueur contre qui tu vas probablement perdre même en jouant le match de ta vie. Parce qu'au fur et à mesure de gagner ses Open d'Australie, Djokovic a construit sa force mentale qu'on connaît de lui. C'est un énorme compétiteur et il avait particulièrement à cœur d'avoir son tournoi, son jardin, comme Wimbledon pour Federer et Roland Garros pour Nadal. C'était presque une question d'ego. Ah ouais, vous avez vos tournois où vous êtes invincible? Bah moi aussi les gars. Et à côté des 14 Roland Garros de Nadal, les 10 titres de Djokovic à Melbourne paraissent banals. Mais c'est loin d'être le cas. Ça reste inhumain, stratosphérique de gagner le même grand chelem à 10 reprises. À l'heure où on se parle, donc juste avant l'Open d'Australie 2025, Djokovic à l'Open d'Australie, c'est 10 titres pour 10 finales, toutes remportées. Et 11 demi-finales avec seulement une défaite contre Sinner en 2024. Donc la régularité est folle et sa capacité à se sublimer et à devenir invincible en fin de tournoi encore plus. Bref, Djokovic s'est approprié l'Open d'Australie année après année, certaines fois en se baladant et d'autres fois au bout du suspense. Djokovic a tout vécu à l'Open d'Australie. Des éditions très facilement remportées, où pour le coup il faisait peur à tout le monde et semblait réellement invincible, mais aussi des éditions où ses rivaux comme Federer, Nadal et Murray l'ont repoussé dans ses retranchements, ce qui nous a donné des matchs hallucinants. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Djokovic a construit son statut de roi à Melbourne au fil des années. Chaque édition remportée l'élevait toujours un peu plus haut en tant que maître absolu de l'Open d'Australie. Un peu comme Nadal à Roland Garros, où chaque victoire rendait Rafa encore plus grand. Et bah il faut bien comprendre que Djokovic à Melbourne, c'est pareil. Certes, Rafa c'est 14 Roland Garros, et pour l'instant Djokovic c'est 10 Open d'Australie, donc il y a quand même 4 titres d'écart, c'est énorme, mais ne sous-estimons pas l'exploit incroyable de Djokovic. C'est l'un des plus grands exploits sportifs. Il y a des joueurs incroyables qui n'ont pas réussi à remporter 10 titres en carrière, peu importe la catégorie. Prenez des joueurs comme Ivan Lubicic ou Robin Söderling, deux joueurs extraordinaires, et bah les deux ont remporté 10 titres dans toute leur carrière. Djokovic aussi il a gagné 10 titres, mais que si on compte l'Open d'Australie, c'est incroyable. Mais on se rend même plus compte, et c'est peut-être le seul problème de cet âge d'or du tennis des années 2010, parce que la folie des trois monstres ont rendu des palmarès incroyables, presque banals ou secondaires. Oui, les 14 Roland Garros de Nadal ont rendu les 10 Open d'Australie de Djokovic pas si fous. Alors que si, c'est complètement fou de gagner 10 fois le même grand chelem. C'est une prouesse de domination et de longévité. Et forcément, en dominant autant à Melbourne, Djokovic a tout connu. À partir de 2008, c'est le début de la prise de pouvoir, et que ce soit en 2008 ou en 2011, première année d'ultra-domination sur le circuit, il est bien au-dessus du lot. En 2008, il perd 1-7 contre Tsonga en finale. Et en 2011, 1-7 perdu aussi contre Dodig. Donc deux éditions où Djokovic n'est pas du tout inquiété. Djokovic développe une telle solidité, Djokovic propose un tel niveau de jeu que personne n'arrive à le déstabiliser sur un match. Il faut attendre 2012 pour voir notre Djokovic se faire bousculer très sérieusement, jusqu'à même envisager la défaite. 2012, c'est l'année de la confirmation, après une saison 2011 terrifiante de supériorité. Et le début de tournoi de Djokovic, il est parfait. Les 5 premiers matchs sont totalement maîtrisés, et en demi-finale, il retrouve Andy Murray, qu'il connaît très bien. Djokovic mène 6-4 dans les confrontations, et c'est contre lui que Djokovic a soulevé son deuxième titre à Melbourne l'année passée dans un match sans suspense. Mais cette fois, Murray a dit non. Pas cette fois. Djokovic remporte le premier set, mais Murray est très agressif et impose un combat physique énorme à Novak. Murray mène 2-7-1. Djokovic est en danger, mais il va s'appuyer sur son expérience, sur les défaites qu'il a subies contre Federer, contre Tsonga en 2010, pour trouver les ressources physiques et mentales. Et il réussit à renverser Murray 7-5 au 5e set. Murray qui était largement prétendant au titre au vu de son niveau de jeu incroyable. Ça y est, Djokovic est en finale contre Rafael Nadal. Et en 2011, Djokovic a martyrisé Nadal. 6 victoires à 0 et à chaque fois en finale des plus gros tournois. Donc cette finale à l'Open d'Australie en 2012, c'est le meilleur moment pour Nadal de stopper définitivement cette série noire et de reprendre le trône du circuit. Mais pour Djokovic, c'est le moment parfait pour appuyer sa supériorité et dire au monde entier qu'à partir de maintenant, le tennis c'est plus Federer, c'est plus Nadal, c'est Djokovic. Et le match est fou. Dès le coup d'envoi, Djokovic et Nadal s'envoient des parpaings dans tous les sens. Les deux jouent à un niveau très élevé, un niveau inenvisageable pour le reste du circuit. Les échanges sont d'une intensité rarement atteinte dans l'histoire de ce sport. Nadal remporte la première manche 7-5 en 1h20 et Djokovic égalise dans le deuxième set 6-4 en plus d'une heure. Les bases sont posées, 2h30 de jeu,
un set partout et un match au sommet qui nous réserve encore le meilleur. Mais à partir du troisième set, Djokovic prend le dessus. Il retrouve son agressivité de 2011, sa justesse du fond de court et c'est trop pour Nadal qui cède la troisième manche 6-2. Djokovic marche sur l'eau et enfonce le clou, il remporte ses jeux de service et met une pression dingue sur Rafa qui court après le score. 2-7-1 Djokovic, 4-3 Djokovic et 0-40 Djokovic qui sort 3 points hallucinants pour se procurer 3 balles de break qui sont quasiment des balles de match. Et c'est à ce moment-là que cette finale déjà dingue, elle va prendre une autre dimension. C'est à ce moment-là que Nadal dit non. Pas maintenant. Rafa prend son souffle et nous sort une séquence de génie au pied du mur. Il écarte les 3 balles de break et recolle à 4 partout. La foule est en délire, les nuages de Melbourne aussi, parce que la pluie s'invite à la fête, donc on ferme le toit. Et Djokovic et Nadal nous offrent une fin de 4e set ahurissante dans un tie-break à couper le souffle que Nadal remporte 7-5. Oui, c'est bien réel, ça continue, et c'est la première fois que Djokovic est confronté à un joueur si coriace. Djokovic souffre, mais c'est aussi ce match qui l'a construit, qui a façonné tous les détails qui font de lui le monstre qu'il est devenu à Melbourne. Le 5e set est éprouvant mentalement, encore plus physiquement. Nadal réussit à breaker et mène 4-2, et il aurait pu s'offrir 2 balles de 5-2 sur un revers facile qui va dans le couloir, mais Djokovic réussit à revenir à 4-4. 5-5 et Novak pousse à bout Nadal. Il réussit à trouver la faille sur ce jeu très tendu et finit par confirmer cet ultime break pour s'imposer après 5h53 de jeu. 7-5 au 5e, comme contre Murray. Djokovic est au sommet, et ce match il a été ultra fondateur dans la capacité de Djokovic à se sortir des plus gros pièges. Ce match, c'est la confirmation qu'on allait avoir un colosse à Melbourne, et je suis obligé de finir sur ce match avec cette scène légendaire pendant la cérémonie interminable où les deux sont complètement rôtis et doivent s'asseoir et boire pour atténuer la douleur. Donc Djokovic à l'Open d'Australie, c'est d'abord et avant tout ça. C'est cette image que je retiens personnellement de toutes ces épopées australiennes. Cet épisode de 2012, c'était juste le début, parce que dès l'année suivante, en 2013, Djokovic a croisé sur sa route à Melbourne un joueur qui lui en a fait voir de toutes les couleurs. J'ai nommé Stan Wawrinka. En 2013, Wawrinka c'est un super joueur qui monte. Ça reste le deuxième Suisse après Federer, mais c'est un outsider qui peut très bien jouer. Et lorsque Djokovic retrouve Wawrinka en 8e de finale à l'Open d'Australie 2013, Wawrinka a mis en lumière toute son agressivité, son côté tranchant avec son revers à une main qui a été capable de rivaliser avec le revers de Djokovic. La qualité de service de Wawrinka a rendu le break très difficile pour Djokovic, mais c'est surtout les points de mutant qu'ils nous ont offerts, l'intensité, une dimension physique poussée au maximum. Et on a eu la même physionomie que la finale en 2012 contre Nadal, avec Djokovic qui perd le premier set, qui gagne les 2 suivants et qui se fait embarquer dans un 5e set de tous les dangers. Un 5e set qui est ancré dans l'histoire du tennis tellement son niveau et le dénouement est fou. 6-6, 7-7, 8-8, 9-9. Djokovic pousse, mais Wawrinka qui court après le score recolle à chaque fois. Et c'est à 11-10 que Djokovic a une ouverture. 40A, puis balle de match pour Djokovic. Mais Wawrinka la sauve d'un revers long de ligne gagnant extraordinaire. Mais vous connaissez la résilience de notre ami serbe qui lâche rien et qui obtient une nouvelle occasion qu'il conclut par un point absolument époustouflant que j'espère vous avez en tête. Ça, c'est Djokovic à l'Open d'Australie. Pousser son adversaire à bout dans tous les secteurs, c'est devenu sa spécialité à Melbourne. Wawrinka a quitté le court en s'effondrant parce que même en pratiquant un niveau qu'il n'avait jamais atteint dans sa vie, il a perdu le match qu'il était en train de jouer. C'est dire la performance qu'a réussi Djokovic. Sauf que l'année suivante, en 2014, rebelote. Djokovic retrouve Wawrinka à l'Open d'Australie, cette fois en quart de finale. Le rendez-vous est dingue, parce qu'ils ont construit une énorme rivalité en quelques matchs. Et là, c'est le match retour à l'Open d'Australie. Le back-to-back pour Djokovic, ou la revanche pour Wawrinka. Mais au fond, nous, on voulait juste un nouveau chef-d'œuvre entre les deux. Et on l'a eu. Après un démarrage difficile pour Stan, le Suisse a accéléré et a retrouvé toute sa folie qu'il nous a montré il y a un an, en survolant les 2e et 3e sets. Djokovic est à un set de la défaite. Djokovic n'a plus perdu à Melbourne depuis 2010. Mais Djokovic a déjà été dans cette situation de danger par le passé. Donc Djokovic s'est remis à l'endroit en remportant le 4e set. Et on a eu un 5e set qui nous rappelle 2013. Mais cette fois, c'est Stan qui mène au score et qui met une pression d'enfer à Djokovic. Une pression qui fonctionne, parce que l'ouverture arrive à 8-7, avec un Djokovic moins précis qui rate. Et après 4 heures de jeu et une nouvelle faute, Djokovic s'incline à l'Open d'Australie pour la première fois depuis 2010 et montre qu'il n'est pas complètement invincible. Oui, Wawrinka fait partie des rares joueurs à avoir su dompter la machine serbe à Melbourne. Mais alors, outre cette défaite, pourquoi Djokovic joue à un tel niveau à Melbourne? Déjà grâce à la surface qui lui correspond totalement, mais aussi parce que Djokovic a toujours pris l'Open d'Australie non pas comme le premier gros tournoi de l'année, mais comme le dernier gros rendez-vous de sa propre saison. Djokovic utilise le mois de décembre comme une période foncière à part entière qui lui permet à la fois de se reposer après l'indoor, où il a souvent performé, et de faire un gros bloc d'entraînement en vue de Melbourne. Et seulement après avoir triomphé à Melbourne, il coupe. Et tous ces matchs incroyables qu'on vient de voir, c'est la raison pour laquelle il a autant gagné par la suite.
La domination de Djokovic s'est construite dans ses chefs-d'œuvre, contre Nadal, contre Wawrinka. C'est ce qui lui a permis par la suite de creuser l'écart avec tous ses concurrents, jusqu'à certaines fois humilier même ses plus grands rivaux. Au fait, nous c'est Game Set Talk, on est des passionnés de tennis et on essaye de vous faire du bon contenu sur ce magnifique sport. Alors si c'est un contenu qui te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. A noter qu'en ce moment je suis en alternance sur la chaîne, j'essaye de faire croître le projet, sauf que générer des fonds sur YouTube c'est très compliqué, donc on a lancé une campagne de financement participatif. Donc si tu souhaites soutenir le projet et soutenir ma deuxième année d'alternance, n'hésite surtout pas à faire un petit don, le lien du Tipeee est juste en dessous en description. Merci beaucoup. Effectivement, Djokovic a aussi infligé des sacrés raclés à ses adversaires. C'est normal quand t'es au-dessus du lot, mais parfois ça peut être très violent, voire humiliant. Mais le plus humiliant, c'est quand de l'autre côté du court, c'est une légende. Parce que oui, parfois, Djokovic a atteint un tel niveau de jeu que même face à Murray, à Nadal, à Federer, la rencontre s'est transformée en leçon de tennis. Alors on va pas faire comme si ça a été le seul à dominer des légendes, c'est déjà arrivé et ça continuera, on a plein d'exemples. Nadal à Roland-Garros qui fracasse Federer en 2008 ou Djokovic en 2020, les deux en finale, Sampras qui explose Agassi à l'US Open en 90, donc ça a toujours été plus ou moins le cas et ça va continuer. Mais Djokovic non plus, il s'est pas du tout gêné pour enterrer ses rivaux quand il l'a pu. À commencer par cette finale tellement importante contre Nadal en 2019 qui s'est pas éternisée. Ça a duré 2h05. A noter qu'en 2012, entre les deux en finale, au bout de 2h05 minutes, on était à 7-5 Nadal et 5-2 Djokovic. C'est dire la différence. En 2019, pas le même Nadal en face, mais aussi pas le même Djokovic. Parce que si en 2012, il est déjà très fort, cette année en 2019, il est chirurgical, débordant de justesse et impressionnant d'agressivité. Tout est parfait. En face, Nadal, qui a peut-être réalisé la quinzaine la plus propre de sa carrière à Melbourne, est tombé sur un os. C'est pas un grand Nadal, mais Djokovic est en mode rouleau compresseur, donc l'Espagnol n'a rien pu faire, même pas un break. Score sans appel, 6-3, 6-2, 6-3. C'est la défaite la plus sèche pour Nadal dans une finale en Grand Chelem. C'est d'ailleurs la seule finale de Grand Chelem où il ne gagne aucun set. Et je le dis ici, ce match, c'est la plus grande performance produite par un joueur sur un court de tennis dans l'histoire du tennis. Si vous n'êtes pas d'accord, allez vite vous rafraîchir la mémoire. Et cette finale, elle était super importante parce que les enjeux pour chacun étaient énormes. Nadal jouait pour devenir le premier à remporter tous les majeurs au moins 2 fois, un 18e Grand Chelem, et Djokovic pour un 15e Grand Chelem, un 3e consécutif après Wimbledon et l'US Open 2018, et un 7e titre à Melbourne pour battre les 6 de Federer. Et Djokovic sous pression chez lui à Melbourne, c'est imprenable. Nadal en a fait les frais, mais n'importe qui en face ce jour-là, c'était peine perdue. A noter qu'en demi-finale, c'est notre Lucas Pouille national qui avait pris une belle doudoune, 6-0, 6-2, 6-2 en 1h23. Donc il y a des périodes comme ça où Djokovic était juste imprenable à l'Open d'Australie. Autre humiliation, c'est contre Federer en 2016, dans une demi-finale parfois presque gênante. Une humiliation parce qu'à la base, on était en droit d'espérer un gros combat. Federer était sur une superbe quinzaine avec des grandes prestations, 6-2, 6-1, 6-4 contre Goffin, 7-6, 6-2, 6-4 contre Berdych, donc on se disait ok, on va avoir un gros match. Le match commence, les points s'enchaînent et on sent très vite que Djokovic est sur une autre planète. Avec une longueur de balle insolente, une décontraction déconcertante et ça vire à la démonstration. 6-1, 6-2 en 54 minutes. Sur le court, on a un prof et un élève. Sauf que l'élève a remporté 17 titres du Grand Chelem et il est considéré comme le plus grand joueur de l'histoire à ce moment-là. Mais Djokovic à l'Open d'Australie, il arrive à se moquer de Federer au point de le réduire en miettes. Et pour les plus tatillons qui me diront qu'il a quand même gagné le 3e set, je vous invite quand même à revoir ce match et à constater le carnage que Novak fait sur les 2 premiers sets. Infliger une telle raclée à une légende en Grand Chelem, ça n'existe pas. Et pourtant il le fait. Et quand Federer commence à y croire dans le 4e set avec quelques coups de génie, Djokovic le verrouille complètement, break au bon moment et le renvoie en Suisse. Et je pense que lui seul a réussi à dominer dans le jeu à ce point-là un Roger Federer en Grand Chelem, avec bien sûr Nadal à Roland-Garros en 2008. Donc Djokovic a eu des moments de grâce comme ça, où il a atteint des sommets tennistiques que personne n'avait atteints. On peut parler des finales qu'il a remportées en se baladant, en 2011 et en 2016 contre Murray, en 2022 contre Medvedev, en 2023 contre Tsitsipas, et le pire c'est qu'on parle pas de n'importe qui en face. On parle de champions, mais des champions pas suffisamment grands pour prendre un set à Novak dans ses finales. Je vous passe évidemment toutes les fessées qu'il a distribuées à des joueurs moins importants. Bref, la domination de Djokovic à l'Open d'Australie nous a donné des instants où la différence de niveau avec le reste du monde était absurde.
Eh oui, Djokovic a aussi subi des défaites à l'Open d'Australie. C'est la preuve qu'il est humain, parce qu'on a eu des défaites quand même marquantes. On a parlé de sa défaite contre Wawrinka en 2014, pour la revanche de 2013, qui a sonné comme un petit tremblement de terre, même si on savait que Stan, ça pouvait être hallucinant. On a évoqué ses premières défaites contre Safin, contre Federer, qui sont normales. Djokovic a aussi perdu contre Tsonga en 2010, Tsonga qui a pris sa revanche de la finale de 2008. C'est une grosse défaite pour Djokovic à l'Open d'Australie, même si avant le match, Tsonga menait 4-2 dans les confrontations contre Djokovic. Mais par la suite, il faut attendre un gros coup de mou de la part de Djokovic pour le voir échouer, et échouer face à bien moins fort que lui sur le papier. On est en 2017, Djokovic a tout gagné, il vient de remporter Roland Garros qui lui manquait, il a réalisé le Grand Chelem sur 2 années, sur les 6 derniers Open d'Australie, il en a remporté 5. C'est le maître, et il se dirige tout droit pour battre les plus grands records. Sauf que quand il a fini par obtenir tout ce qu'il voulait, derrière il y a eu une grosse décompression. Une période sans motivation, sans raison de se battre comme il se battait en 2012, en demi-finale, en finale. Bref, une période où Djokovic était plus l'ogre avec le couteau entre les dents. Par conséquent, une période où chaque joueur qui se trouvait sur sa route avait un tout petit peu plus de chances de gagner contre lui, y compris à l'Open d'Australie. 19 janvier 2017, deuxième tour, Djokovic affronte l'Ouzbek Denis Istomin, 117e mondial, qui a bénéficié d'une wildcard. Sur le papier, c'est 3-7-0, 2 heures maximum et retour à l'hôtel. Mais en réalité, ce jour-là, c'est un véritable séisme qui a frappé Melbourne, avec Djokovic qui a chuté face à un incroyable Istomin. Djokovic menait 2-7-1, mais Istomin s'est montré résilient et a proposé une qualité de service qui a laissé Novak sans réponse. Istomin, c'est pourtant le genre de joueur contre lesquels les cadors aiment tomber en première semaine. Mais ce jour-là, l'Ouzbek a déjoué tous les pronostics en affichant un gros culot et un revers de feu qui a fait reculer Novak, Novak qui a commis 72 fautes directes. C'est la première grosse douche froide pour Djokovic depuis qu'il est le roi à Melbourne. Et au-delà de ça, c'est une contre-performance énorme en carrière. Djokovic n'avait plus perdu au deuxième tour d'un Grand Chelem depuis Wimbledon 2008. L'année suivante, en 2018, rebelote. Cette fois, on le sait, Djokovic est au plus bas. 2017 fut la pire saison depuis son explosion. 2 quarts de finale en Grand Chelem seulement, 2 petits titres ATP 250 et seulement 2 victoires face au top 10 pour une saison stoppée à Wimbledon pour une blessure au coude. Alors, comment se relever de ça ? En entamant 2018 avec un retour au sommet à l'Open d'Australie par exemple. Et ça commence bien. Djokovic remporte ses 3 premiers matchs facilement. 8e de finale contre le sud-coréen Ah Young-chung. Fait de carrière de Chung pour l'instant, il vient de remporter la première édition du Masters Next Gen. Donc c'est un jeune joueur prometteur, mais pas de quoi impressionner le sextuple vainqueur du tournoi. Et pourtant, Chung est venu cueillir Djokovic à chaque fin de set. Oui, Djokovic s'est incliné 3-7-0 face à un mioche de 21 ans qui en plus joue le même tennis que lui. Droitier, revers à deux mains d'une grande qualité, très complet et efficace dans les déplacements latéraux. Mais ce jour-là, dans ce match qui a été très intense et très physique, il a tout fait mieux que Djokovic. Il a fait craquer Djokovic dans les plus gros rallyes, c'est fou. Normalement, personne gagne à ce jeu-là contre Djokovic sur la Rod Laver Arena. Bah lui, il l'a fait. Et le dernier à avoir fait tomber le roi à Melbourne, c'est Yannick Sinner en 2024, qui pour le coup a vraiment dominé le Serbe. Alors on tempère, Djokovic avait 36 ans, donc ça commence à devenir normal de le voir en difficulté, qui plus est face à un joueur comme Sinner qui était le meilleur du monde. Sinner était sur une autre planète, agressif et juste face à Djokovic qui n'a pas trouvé son rythme. La preuve, c'est la première fois dans sa carrière qu'il n'a pas réussi à se procurer la moindre balle de break dans un match en Grand Chelem. Et globalement, sur toutes les défaites du Serbe à l'Open d'Australie, qu'est-ce qu'on observe? Djokovic s'est montré moins tranchant dans ses coups, moins précis dans les moments importants contre Chung, moins solide aussi, en perdant du jus sur la durée, comme contre Istomin. Évidemment, tout ça à des degrés différents. On peut pas critiquer sa défaite en 2014 contre Wawrinka. Mais ça montre que face à un joueur qui fait le match de sa vie, qui ose jouer le coup à fond, qui fait pas de complexe d'infériorité et qui est prêt à se déchirer pendant 3, 4, 5 heures, si Djokovic joue pas un tennis de rêve, alors Djokovic est vulnérable et prenable. Quoi qu'il en soit, faire tomber Djokovic à Melbourne, c'est l'un des plus grands exploits dans le tennis. C'est pas si loin que faire tomber Rafa à Roland Garros. Il faut avoir un physique hors norme et une force mentale qui te permet de faire abstraction, même quand ça va pas comme tu veux. Djokovic est le roi à Melbourne, il le sera pour un bon moment. Je vois pas qui à l'heure actuelle pourrait dominer dans les prochaines années comme Djokovic l'a fait, voire plus. Alcaraz a toujours pas remporté le tournoi, Sinner l'a remporté une fois, donc il va falloir attendre au moins une bonne génération pour voir un joueur marcher sur les pas de Djokovic à Melbourne. Mais Djokovic est encore là. Djokovic est toujours compétitif, et même si son année 2024 n'a pas été à la hauteur en Grand Chelem, il joue toujours très bien et peut battre à peu près tout le monde, surtout ici. Alors peut-il remporter en 2025 un 11e titre à l'Open d'Australie? Difficile
difficile à dire, parce que le Djokovic de ces derniers temps, c'est plus le monstre qu'on a connu dans les années 2010. C'est plus le Djokovic qui a survolé le circuit et qui faisait peur à tout le monde. Le Djokovic de ces derniers temps, c'est celui qui est capable de délivrer des énormes matchs comme à Roland-Garros, mais qui finit par être rattrapé par son physique en plein milieu de Grand Chelem. C'est celui qui est capable d'atteindre une finale en Grand Chelem en étant diminué, comme à Wimbledon, mais qui finit par se faire cueillir par beaucoup plus fort que lui. C'est aussi celui qui n'est plus à l'abri de perdre sur le format 5-7, même contre un joueur qu'on n'aurait pas imaginé capable de le battre comme à l'US Open. C'est celui qui commence à se faire surprendre par la nouvelle génération, comme Nardi à Indian Wells. Une génération qui n'a plus forcément peur de jouer Djokovic. Bref, vous l'avez compris, de l'eau a coulé sous les ponts et Djokovic n'est plus le Djokovic de 2011 ou de 2015. Djokovic est prenable, même en Grand Chelem, même à l'Open d'Australie. Sauf que Djokovic, même à 70%, même à 50%, il est capable de battre quoi ? 95% du circuit? Évidemment, je balance des pourcentages un peu au pif, mais vous avez compris l'idée. Djokovic, même diminué physiquement ou dans un mauvais jour avec des mauvaises sensations, il a quand même le niveau pour atteindre une demi-finale en Grand Chelem. Typiquement comme en 2024 à l'Open d'Australie, où son parcours a pas été de tout repos avant de jouer Sinner. Rappelez-vous de ce match contre le qualifié Prismic au premier tour. Une tannée, plus de 4 heures de match et 4 sets super intenses face à un joueur coriace. Donc maintenant, même dans les premiers tours, Djokovic peut être extrêmement challengé. Là où avant, il pouvait garder du jus pour la deuxième semaine. Rappelez-vous de son quart de finale contre Taylor Fritz, un match bizarre, avec Novak qui a beaucoup de mal à dominer. Et face à un Fritz un peu plus percutant, Sinner aurait même pas eu à jouer Djokovic. Donc il y a du pour, il y a du contre. Mais moi je pense que Djokovic reste capable de regagner l'Open d'Australie. Mais je pense que ça va aussi dépendre de facteurs sur lesquels il n'a pas forcément de contrôle. Je pense que ça dépend plus à 100% de lui. Un tableau favorable va vraiment augmenter ses chances de victoire. S'il retrouve Alcaraz en demi-finale et Sinner en finale, ça va être très difficile. Par contre, si les deux manquent à l'appel, évidemment qu'il y a une grosse ouverture. Donc on va suivre de très près cette édition qui s'annonce passionnante, avec Sinner qui va devoir défendre pour la première fois un titre en Grand Chelem, avec Alcaraz à la recherche de son premier Open d'Australie pour compléter la collection et battre le record de précocité de Nadal, mais je pense qu'on est d'accord sur le fait que l'Open d'Australie reste la plus grosse chance pour Djokovic de remporter un 25e titre. La surface parfaite pour son jeu, un dur ni trop lent, ni trop rapide. La période, Djokovic a très souvent été au top de sa forme en janvier, en adoptant une approche de son calendrier qui lui permet d'atteindre son pic à Melbourne, puis couper après. Et quand t'as gagné autant sur un tournoi, sur un court, forcément ça reste l'endroit où tu peux te sublimer le temps de quelques matchs. Djokovic est chez lui ici, il connaît les moindres recoins du court, il a tout vécu ici, et face à un joueur beaucoup moins expérimenté, ça peut faire la différence. Donc je pense que Djokovic peut vraiment remporter l'Open d'Australie. On verra son tableau, mais en tout cas on peut pas l'enlever de l'équation. On peut pas parce qu'il joue encore trop bien et qu'il est le maître incontesté des lieux. Son aura plane sur le court et dans tout le tournoi. C'est tout bête, mais dans le couloir pour rentrer sur la Rod Laver Arena, quand on voit son affiche avec toutes les années de ses sacres, c'est iconique. Quand on repense à tous ses accomplissements, c'est iconique. Ses matchs contre Nadal, Murray, Federer, c'est iconique. Son expulsion en 2022 suivie de son comeback en 2023, c'est iconique. Et même pour les légendes, il y a toujours un dernier chapitre, un dernier grand moment, une dernière péripétie. Et bah celle de Novak pourrait très bien arriver sur cet Open d'Australie. Un dernier grand frisson. Une dernière grande victoire contre Alcaraz ou Sinner. Difficile, mais pas impossible. Et l'histoire de Djokovic à Melbourne, elle nous montre que la folie de sa domination ne se mesure pas seulement en victoire ou en statistiques, mais aussi dans la façon dont il s'est toujours battu pour maintenir son règne. Je suis désolé, mais son sacre en 2023 avec la scène où il rejoint son clan en tribune, c'est d'une puissance incroyable. Et on voit pas toutes les heures passées à la salle ou sur le court loin des caméras. Nous, on voit que le show, on voit que les coups gagnants. Mais tout le travail, tous les sacrifices ont été dingues pour atteindre une telle maîtrise de son art sur un tournoi. En conclusion, on peut retirer un tas de choses de sa quête de la perfection à Melbourne. C'est une volonté incroyable d'être toujours au top, ne jamais rien lâcher, même quand tout te dit d'arrêter. C'est une exigence incroyable avec lui-même, où il s'interdit la défaite. À Roland-Garros, ok, je peux perdre en demi-finale ou en finale parce qu'il y a un gars objectivement plus fort. Mais ici, c'est moi le plus fort. Donc c'est moi qui dois gagner chaque édition. C'est méga inspirant. Donc Djokovic a marqué ce tournoi à vie et ne négligez pas son exploit juste parce que Nadal a fait mieux sur un autre tournoi. Gagner 10 fois un grand chelem dans un monde normal, ça n'existe pas. Donc Djokovic, respect total. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Djokovic à l'Open d'Australie, est-ce qu'il vous a marqué? Quelle est votre édition préférée de Djokovic à Melbourne? Quel est votre match préféré de Djokovic à Melbourne? Je vous laisse avec cette vidéo où on essaye de faire un classement des plus grands sportifs de l'histoire du sport, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!